Dans un manoir isolé des collines du Devon, entouré de brume matinale et de pins sombres, une lettre scellée d'un cachet de cire rouge arriva entre les mains d'Hercule Poirot. L'enveloppe, élégante mais sans fioriture, portait une écriture soignée et une invitation à un dîner au manoir de Blackthorn, signée par un certain Lord Reginald Ashburn. Poirot, assis dans son bureau impeccablement rangé, examina le papier avec une précision chirurgicale, ses yeux perçants scrutant chaque détail. Pourquoi lui, un détective belge de renom, était-il convié à une réunion aussi obscure? La lettre ne mentionnait ni motif ni programme, seulement une date, le 15 octobre 1925. Intrigué, il tapota l'enveloppe contre ses doigts gantés, son esprit déjà en alerte. Le train à vapeur qui menait Poirot vers le Devon traversait des champs dorés par l'automne, ponctués de haies et de petits villages endormis. Installé dans un compartiment de première classe, il relut l'invitation, notant l'absence de détails sur les autres invités. Mes petites cellules grises, elles s'agitent, murmura-t-il, son ton formel masquant une curiosité grandissante. À la gare de Blackthorn, une voiture noire l'attendait, conduite par un chauffeur silencieux dont le visage restait dans l'ombre. Le trajet jusqu'au manoir fut marqué par le crissement des pneus sur le gravier et le chant lugubre du vent. Poirot ajusta son chapeau melon, prêt à pénétrer dans l'inconnu. Le manoir de Blackthorn se dressait comme une silhouette imposante contre le ciel crépusculaire, ses tourelles gothiques perçant les nuages bas. À l'intérieur, un hall grandiose accueillit Poirot. Des lustres en cristal scintillaient, des tapis persans étouffaient les pas, et des portraits d'ancêtres semblaient observer chaque mouvement. Lord Ashburn, un homme élancé aux cheveux grisonnants, l'accueillit avec une courtoisie distante. « Monsieur Poirot, votre présence est un honneur, » dit-il, son sourire ne révélant rien. 5 autres invités étaient déjà présents. Une actrice flamboyante, un médecin nerveux, une veuve énigmatique, un jeune héritier insouciant et un professeur d'histoire austère. Mais la chaise vide à la table du dîner intrigua Poirot. Qui était le 7e convié? Le dîner, servi dans une salle à manger ornée de boiseries sombres, fut un ballet de conversation polie, mais tendue. Les plats, exquis, ne parvenaient pas à dissiper l'atmosphère pesante. Poirot, observant chaque geste, nota le tremblement léger des mains du médecin et le regard fuyant de l'actrice. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de m'enquérir. Connaissez-vous la raison de notre réunion ?» demanda-t-il, sa voix précise et mesurée. Personne ne répondit clairement, leurs mots glissant comme des ombres. Puis, un cri perçant brisa le silence. Un valet, blême, annonça qu'un corps venait d'être découvert dans la bibliothèque. Le corps, celui d'un homme inconnu, gisait près d'une étagère, une dague plantée dans le dos. La bibliothèque, avec ses rayonnages imposants et son odeur de cuir vieilli, semblait figée dans le temps. Poirot s'agenouilla près du cadavre, ses doigts gantés examinant la scène sans la toucher. « C'est curieux, n'est-ce pas? Un homme mort avant même que le dîner ne commence. » murmura-t-il. Les invités rassemblés à l'entrée affichaient des expressions allant de l'horreur à la suspicion. Lord Ashburn ordonna que personne ne quitte le manoir. Poirot, impassible, déclara « L'ordre et la méthode, voilà ce qui révélera la vérité. » Les interrogatoires commencèrent dans le salon, où un feu crépitait dans une cheminée massive. Poirot, assis dans un fauteuil de velours, posa des questions avec une politesse incisive. L'actrice Mademoiselle Vivienne Larue prétendit ne rien savoir de l'homme mort, mais ses yeux trahissaient une peur secrète. Le médecin, le docteur Clarence Holt, bégaya en évoquant un passé trouble. La veuve, Madame Eleanor Grayson, parla avec une froideur calculée, tandis que l'héritier Charles Wentworth riait nerveusement. Le professeur Arthur Langdon cita des textes anciens, comme pour se distancer du crime. Poirot nota tout dans son carnet,
ses petites cellules grises en ébullition. La nuit enveloppa le manoir d'un voile opaque, les fenêtres vibrant sous les assauts du vent. Poirot, seul dans sa chambre, relut ses notes à la lumière d'une lampe à pétrole. Chaque invité semblait cacher quelque chose, mais quoi? Le 7e convié, cet inconnu assassiné, était-il la clé? Poirot se demanda si l'invitation n'était pas un piège, un jeu orchestré par une main invisible. La vérité, elle est comme une mosaïque. Chaque pièce doit trouver sa place, pensa-t-il. Un bruit de pas dans le couloir interrompit ses réflexions. Quelqu'un rôdait dans l'ombre. Le lendemain matin, le manoir semblait encore plus oppressant, les murs murmurant des secrets anciens. Poirot inspecta la bibliothèque, découvrant un livre à moitié ouvert sur une table, marqué d'une tache de sang. Le titre, « Les mystères de l'ombre », semblait presque ironique. En examinant les lieux, il trouva une lettre cachée dans une poche de la victime, adressée à l'hôte. Elle parlait d'un secret partagé, d'une dette à payer. Poirot plissa les yeux. « Monsieur l'hôte, qui êtes-vous vraiment ?» murmura-t-il, fixant Lord Ashbourne, qui observait depuis le seuil. Alors que le soleil peinait à percer les nuages, Poirot réunit les invités dans le grand salon. « Mesdames et messieurs, un meurtre a été commis et le coupable se trouve parmi nous, » déclara-t-il, sa voix ferme mais courtoise. Les regards s'échangèrent, lourds de méfiance. Poirot savait que le temps pressait. Le 7e convié était mort, mais le véritable jeu ne faisait que commencer. Il devait démêler les fils de cette énigme avant qu'un autre ne tombe. Les petites cellules grises de Poirot, comme toujours, étaient prêtes à triompher. Le salon du manoir de Blackthorn, avec ses rideaux de brocart et ses meubles en acajou, semblait absorber la lumière du jour. Hercule Poirot, impeccable dans son costume 3 pièces, se tenait au centre observant les invités assis en cercle. Leur silence était presque palpable, rompu seulement par le tic-tac d'une horloge ancienne. « Mesdames et messieurs, il est impératif que nous parlions. Franchement, » commença Poirot, son ton aussi tranchant qu'un scalpel. Il demanda à chacun de révéler son lien avec Lord Ashbourne. Les réponses évasives ne firent qu'épaissir le mystère. Vivienne Larue, l'actrice, racontait une histoire d'amitié passée avec Lord Ashbourne. Mais ses gestes théâtraux trahissaient une tension. « Tous nous sommes connus à Londres, lors d'une soirée mondaine, » dit-elle, ses lèvres peintes esquissant un sourire crispé. Poirot nota la façon dont ses doigts serraient son éventail. Le docteur Holt, quant à lui, admit avoir soigné un membre de la famille Ashbourne, mais refusa d'en dire plus, prétextant le secret médical. Poirot, avec un hochement de tête, murmura « Les secrets, docteur, sont comme des chaînes. Ils finissent toujours par peser. » Madame Grayson, la veuve, parlait peu, ses yeux sombres fixant un point invisible. Elle affirma n'avoir rencontré Lord Ashbourne qu'une fois, lors d'un bal de charité. Poirot, attentif, remarqua une légère contraction de sa mâchoire lorsqu'il mentionna la victime. Charles Wentworth, l'héritier, plaisanta sur des dettes de jeu partagées avec Ashbourne, mais son rire sonnait faux. Le professeur Langdon, lui, évoqua des recherches historiques financées par le Lord, mais son ton professoral semblait masquer une vérité plus profonde. Poirot se dirigea vers la bibliothèque pour une nouvelle inspection, accompagné par le valet principal, un homme nommé Jenkins dont les manières étaient aussi raides que son uniforme. La pièce, avec ses étagères remplies de volumes reliés de cuir, exhalait une odeur de papier ancien et de cire. Poirot examina la dague désormais posée sur une table, soigneusement enveloppée. L'arme, ornée d'un manche en ivoire, portait une inscription latine « Veritas liberabit ». « La vérité libérera », traduisit Poirot, songeur.
Était-ce un indice ou une provocation? Le déjeuner fut servi dans une tension croissante, les couverts cliquetant contre la porcelaine. Poirot, observant depuis sa place, nota que Lord Ashbourne évitait de croiser son regard. « Monsieur, puis-je vous demander pourquoi vous avez choisi ces invités précis ?» interrogea Poirot, sa voix douce mais insistante. Ashbourne répondit par un sourire vague, parlant d'une réunion amicale. Poirot, peu convaincu, décida de fouiller les chambres des invités, avec leur permission réticente. Chaque pièce, pensait-il, pouvait révéler un fragment de vérité. Dans la chambre de Vivienne, Poirot trouva un carnet de croquis rempli de portraits, dont un de la victime, esquissé à la hâte. Dans celle du docteur Holt, une fiole de médicaments, suspecte attira son attention. Madame Grayson possédait une boîte à bijoux contenant une lettre déchirée, dont les mots lisibles parlaient de trahison. Charles avait caché une liasse de billets sous son matelas, tandis que le professeur conservait un manuscrit ancien, annoté de remarques cryptiques. Poirot, méthodique, consigna chaque découverte, son esprit tissant des liens invisibles. Le soir venu, une tempête éclata, les éclairs illuminant les fenêtres du manoir. Poirot, dans le bureau de Lord Ashbourne, découvrit un coffre-fort entrouvert, contenant des lettres échangées avec la victime. Elle mentionnait un pacte et une dette impayée. « Monsieur Ashbourne, il serait sage de partager ce que vous savez, » dit Poirot, sa voix ferme mais polie. Le lord, pâle, refusa de parler. Poirot, imperturbable, savait que la vérité se cachait dans ses réticences. Un hurlement retentit à minuit, provenant des cuisines. Poirot, accompagné de Jenkins, trouva une domestique en état de choc, affirmant avoir vu une silhouette dans le jardin. Le détective, lanterne en main, brava la pluie pour inspecter les lieux. Des empreintes de pas, à peine visibles dans la boue, menaient à une serre abandonnée. À l'intérieur, un mouchoir taché de sang reposait sur une table. Poirot le ramassa, ses yeux brillants d'une lueur déterminée. « Le puzzle prend forme », murmura-t-il. Alors que la nuit s'épaississait, Poirot réunit ses notes, assis près d'un feu mourant. Chaque invité, chaque indice, chaque mensonge formait une toile complexe. Le 7e convié, cet inconnu assassiné, était-il un ennemi commun? Un complice? Poirot, fidèle à sa méthode, savait que la réponse résidait dans les détails. La patience, mes amis, est une vertu, pensa-t-il, prêt à affronter les révélations du lendemain. Le lendemain matin, le manoir semblait prisonnier d'une brume épaisse, comme si la nature elle-même conspirait pour garder ses secrets. Poirot, levé avant l'aube, parcourut les couloirs silencieux, son pas léger ne troublant pas le calme oppressant. Il décida de confronter Vivienne Larue en privé, dans le petit salon orné de tapisseries florales. « Mademoiselle, ce portrait de la victime dans votre carnet, expliquez-le, je vous prie. » demanda-t-il, son ton courtois mais inflexible. Vivienne, déstabilisée, admit avoir connu l'homme, un ancien amant, mais jura ignorer pourquoi il était au manoir. Le docteur Holt, interrogé dans la salle de billard, s'effondra presque sous le regard perçant de Poirot. La fiole trouvée dans sa chambre contenait un sédatif puissant qu'il prétendit utiliser pour ses insomnies. « Docteur, un homme de votre profession sait que la vérité est le meilleur remède, » dit Poirot, ces mots doux mais lourds de sous-entendus. Holt, tremblant, murmura quelque chose à propos d'une vieille erreur médicale. Poirot, sans insister, nota mentalement de vérifier son passé. Madame Grayson, rencontrée dans le jardin d'hiver, entourée de plantes exotiques, restait un mystère. Lorsqu'il mentionna la lettre déchirée, elle se raidit, affirmant qu'il s'agissait d'une affaire personnelle sans lien avec le meurtre. Poirot, inclinant la tête, répondit « Madame, dans une affaire de meurtre, tout est lié. » Ses yeux perçants captèrent un éclair de peur dans son regard. Était-elle victime
ou manipulatrice? La réponse, il le savait, viendrait avec le temps. Charles Wentworth, interrogé dans le fumoir, tenta de charmer Poirot avec son humour désinvolte. Mais lorsque le détective mentionna les billets cachés, l'héritier blêmit. « Une simple précaution, monsieur Poirot », bafouilla-t-il. Poirot, impassible, demanda « Une précaution contre quoi, monsieur ?» Charles esquiva la question, mais son assurance s'effritait. Le détective sentit qu'il approchait d'une vérité enfouie, peut-être liée à des dettes plus sombres que celles du jeu. Le professeur Langdon, dans son bureau temporaire rempli de livres, parla longuement d'un artefact ancien lié à la famille Ashbourne. Poirot, intrigué par le manuscrit annoté, demanda des précisions. Langdon, évasif, mentionna une relique perdue, peut-être convoitée par la victime. « Professeur, un homme est mort pour un secret. »« Lequel ?» interrogea Poirot. Langdon, mal à l'aise, changea de sujet. Poirot, méthodique, ajouta cette pièce au puzzle. Un déjeuner tendu réunit les invités, leurs regards évitant soigneusement la chaise vide du 7e convié. Poirot, observant depuis sa place, nota que Lord Ashbourne semblait de plus en plus nerveux. « Monsieur, une confidence pourrait alléger votre fardeau, » suggéra-t-il poliment. Ashbourne, les lèvres serrées, répondit qu'il n'avait rien à cacher. Mais Poirot, avec sa perspicacité légendaire, savait que le Lord était au centre de l'énigme. Dans l'après-midi, Poirot explora les sous-sols du manoir, un dédale de corridors humides et de portes verrouillées. Avec l'aide de Jenkins, il découvrit une pièce secrète contenant des dossiers poussiéreux. L'un d'eux mentionnait un scandale impliquant tous les invités, datant de 10 ans. Voilà le fil conducteur, pensa Poirot, ces petites cellules grises s'activant. Chaque invité était lié à un événement passé, et la victime en était le témoin. Le soir, un dîner formel fut servi, mais l'atmosphère était électrique. Poirot, sentant l'imminence d'une révélation, annonça « Mesdames et messieurs, le voile se lèvera bientôt. La vérité ne peut être contenue. » Un verre se brisa dans la main de Vivienne, et le docteur Holt quitta la table précipitamment. Poirot, impassible, savait que le coupable se sentait acculé. Il devait agir vite pour empêcher un nouveau drame. Alors que la nuit tombait, Poirot s'installa dans la bibliothèque, relisant les dossiers découverts. Chaque invité avait un motif, mais un seul avait agi. La dague, la lettre, le mouchoir, tout pointait vers un plan soigneusement orchestré. La vérité, elle est proche, murmura Poirot, fermant les yeux pour visualiser la mosaïque. Le 7e convié, il le savait, n'était pas une victime au hasard. Le dénouement approchait. La pluie continuait de battre les fenêtres du manoir, transformant le jardin en un marécage lugubre. Poirot, dans le grand hall, observait les portraits des ancêtres Ashbourne, leurs regards sévères semblant juger les vivants. Il décida de confronter Lord Ashbourne directement, dans son bureau lambrissé. « Monsieur, les dossiers que j'ai trouvés révèlent un scandale. Parlez ou je devrais tirer mes propres conclusions, » déclara-t-il, sa voix calme mais autoritaire. Ashbourne, pâle, admit que la victime, un certain Victor Crane, était un ancien associé. Crane, selon Ashbourne, avait été impliqué dans une affaire de chantage 10 ans plus tôt, menaçant de révéler des secrets compromettants sur chaque invité. « Je l'ai invité pour négocier, rien de plus », insista le lord. Poirot, sceptique, demanda « Et la dague, monsieur? Était-elle aussi pour négocier ?» Ashbourne se tut, son regard fuyant. Poirot, méthodique, savait que la vérité était encore partielle. Dans la chambre de Madame Grayson, Poirot trouva une nouvelle piste, une photographie ancienne montrant les 6 invités actuels avec Crane, tous souriants lors d'une réception. « Madame, cette image raconte une histoire différente de la vôtre.
dit-il, son ton mesuré mais accusateur. Grayson, les lèvres tremblantes, admit que Crane l'avait autrefois aidé, mais à un prix terrible. Poirot, notant son émotion, sentit qu'elle cachait encore quelque chose. Vivienne Larue, interrogée dans le théâtre miniature du manoir, avoua que Crane avait ruiné sa carrière en révélant une liaison scandaleuse. Il méritait son sort, lâcha-t-elle avant de se reprendre, les yeux pleins de larmes. Poirot, impassible, répondit « Mademoiselle, la vengeance est un motif, mais la vérité est ma seule quête. » Il nota sa confession, mais doutait qu'elle soit la meurtrière. Le docteur Holt, dans la serre, révéla sous la pression que Crane l'avait accusé d'une erreur médicale fatale. « J'ai payé pour qu'il se taise », murmura-t-il, honteux. Poirot, scrutant son visage, demanda « Et quand le silence a cessé, docteur, qu'avez-vous fait ?» Holt s'effondra, jurant son innocence. Poirot, imperturbable, ajouta « Cette pièce au puzzle ». Charles Wentworth, dans la salle de chasse, tenta de minimiser ses liens avec Crane, mais Poirot brandit les billets trouvés. « Monsieur, l'argent parle quand les hommes se taisent », dit-il. Charles avoua que Crane le faisait chanter pour des dettes de jeu. Poirot, sentant une peur sincère, se demanda si l'héritier était victime ou complice. Le professeur Langdon, dans la bibliothèque, parla d'un artefact volé par Crane, une relique que les Ashbourne cherchaient à récupérer. « Sa mort n'était pas mon œuvre », affirma-t-il. Poirot, examinant le manuscrit, remarqua des annotations codées. « Professeur, les mots cachent parfois plus que les silences, » dit-il, son regard perçant. Langdon, mal à l'aise, ne répondit. Un cri interrompit le dîner provenant de l'aile ouest. Poirot, suivi des invités, trouva Jenkins effondré, empoisonné mais vivant. « Quelqu'un, dans l'ombre », balbutia le valet. Poirot, ordonnant des soins immédiats, comprit que le coupable cherchait à éliminer les témoins. Il inspecta la scène, trouvant une tasse contenant des résidus suspects. « Le temps presse », pensa-t-il. La nuit, Poirot veilla dans sa chambre, ses notes étalées sur un bureau. Chaque invité avait un motif, mais les pièces ne s'alignaient pas encore. Crane, le 7e convié, était la clé, mais qui avait manié la dague? La méthode, toujours la méthode, murmura Poirot, fermant les yeux pour laisser ses petites cellules grises travailler. Le dénouement, il le sentait, était imminent. Le 5e jour au manoir fut marqué par une tension insoutenable, l'air lourd de soupçons. Poirot, dans le salon principal, réunit les invités pour une annonce. « Mesdames et messieurs, le moment est venu de révéler certaines vérités », déclara-t-il, sa voix résonnant avec une autorité calme. Il présenta les dossiers trouvés, décrivant le scandale qui liait chaque invité à Crane. Les visages pâlirent, les regards s'évitèrent. Vivienne, acculée, avoua que Crane avait menacé de publier des lettres compromettantes. « Mais je ne l'ai pas tué !» cria-t-elle. Poirot, impassible, répondit « Mademoiselle, la peur peut pousser à bien des actes. » Il se tourna vers le docteur Holt, qui admit avoir falsifié un rapport médical sous la pression de Crane. « J'ai payé pour mon silence, pas pour sa mort, » insista-t-il. Madame Grayson, les yeux baissés, révéla que Crane connaissait un secret sur la mort de son mari. « Il m'a brisé », murmura-t-elle. Poirot, compatissant mais ferme, demanda « Et votre vengeance, madame, jusqu'où est-elle allée ?» Elle secoua la tête, silencieuse. Poirot, observant son calme, doutait de son innocence. Charles Wentworth, sous le regard scrutateur de Poirot, confessa que Crane l'avait ruiné financièrement. « Mais je ne suis pas un assassin », protesta-t-il. Poirot, notant sa nervosité, répondit « Monsieur, la ruine peut être un puissant moteur. » Il passa au professeur Langdon, qui admit que Crane avait volé un artefact familial,
mais jura n'avoir aucun sang sur les mains. Lord Ashbourne, confronté dans son bureau, avoua avoir organisé la réunion pour confronter Crane. « Je voulais le forcer à parler, pas le tuer », dit-il, les mains tremblantes. Poirot, fixant ses yeux, demanda « Et qui, monsieur, a décidé qu'il ne parlerait plus ?» Ashbourne, accablé, ne répondit pas. Poirot sentit qu'il touchait le cœur du mystère. Dans la bibliothèque, Poirot examina à nouveau la dague. L'inscription Veritas Liberabit semblait le narguer. En fouillant les étagères, il trouva un compartiment caché contenant un journal appartenant à Crane. Les pages décrivaient un plan pour confronter les invités et exiger une rançon. « Monsieur Crane, vous avez joué un jeu dangereux », murmura Poirot. Un nouveau cri retentit à l'aube venant du grenier. Poirot, suivi de Jenkins, découvrit une malle contenant des documents brûlés à la hâte. Parmi les cendres, un fragment mentionnait un complot entre deux invités. Deux esprits, un crime, pensa Poirot, ses yeux brillant d'une lueur nouvelle. Il savait maintenant que le meurtre n'était pas l'œuvre d'un seul. Le soir, Poirot réunit les invités dans la salle à manger. « Mesdames et messieurs, le coupable est parmi nous, et il n'agit pas seul, » déclara-t-il, sa voix coupante comme une lame. Les invités s'agitèrent, accusant les autres du regard. Poirot, maître du moment, observa chaque réaction, prêt à poser le piège final. La nuit, seul dans sa chambre, Poirot relut le journal de Crane. Chaque mot, chaque indice convergeait vers une vérité complexe. Le 7e convié n'était pas seulement une victime, pensa-t-il. Il était le catalyseur. Avec un sourire discret, Poirot sut qu'il était prêt à révéler le coupable. Le lendemain serait décisif. Le 6e jour, le manoir semblait retenir son souffle, les couloirs résonnant d'un silence oppressant. Poirot, dans le grand salon, prépara une mise en scène minutieuse. Il demanda à Jenkins de disposer 7 chaises autour d'une table ronde, une pour chaque invité, y compris la victime. « Mesdames et messieurs, asseyez-vous, je vous prie », ordonna-t-il, sa voix empreinte d'une autorité sereine. Les invités, méfiants, obéirent. Poirot commença par résumer les motifs de chacun, sa voix claire exposant les secrets découverts. Vivienne, le docteur Holt, Madame Grayson, Charles, Langdon et Ashbourne, tous avaient une raison de haïr Crane. Mais la haine seule ne tue pas, dit Poirot, ses yeux scrutant chaque visage. Il révéla le journal de Crane, décrivant son plan de chantage. Les invités, mal à l'aise, échangèrent des regards nerveux. Poirot brandit le mouchoir taché de sang trouvé dans la serre. « Ce mouchoir appartient à l'un d'entre vous », déclara-t-il, observant les réactions. Madame Grayson tressaillit, mais resta silencieuse. Poirot, poursuivant, mentionna les empreintes dans la boue, correspondant à des chaussures d'homme. Charles Wentworth blêmit, tandis que le docteur Holt serra les poings. Le piège se resserrait. Dans un mouvement théâtral, Poirot présenta la lettre déchirée trouvée chez Madame Grayson. « Elle parle d'une trahison, mais par qui ?» demanda-t-il. Grayson, les lèvres pincées, refusa de parler. Poirot, imperturbable, se tourna vers Ashbourne. « Monsieur, votre coffre-fort contenait des preuves accablantes. Pourquoi les cacher ?» Le lord, acculé, murmura une vague excuse. Poirot passa au professeur Langdon, brandissant le manuscrit annoté. « Vos recherches, professeur, étaient-elles un motif suffisant pour tuer ?» Langdon, indigné, nia tout. Poirot, avec un sourire discret, révéla un détail. Les annotations codées correspondaient à des initiales. « VL et CW », dit-il, regardant Vivienne et Charles. Les deux accusés protestèrent bruyamment. Un bruit soudain interrompit la confrontation. Un vase se brisa dans le hall. Poirot, alerte, envoya Jenkins enquêter. Le valet revint, rapportant qu'une fenêtre avait été forcée. « Quelqu'un tente de fuir », pensa Poirot.
Il ordonna à tous de rester sur place puis inspecta la fenêtre. Des traces fraîches menaient aux bois environnants. Le coupable, il le savait, paniquait. De retour au salon, Poirot intensifia son interrogatoire. « Mesdames et messieurs, le meurtre de Crane était un acte calculé mais imparfait, dit-il. Il décrivit comment la dague, plantée avec précision, indiquait une main assurée. Une main de médecin peut-être ? Suggéra-t-il, fixant le docteur Holt. Ce dernier, en sueur, jura son innocence. Poirot, imperturbable, savait qu'il approchait du but. Le dîner, servi dans une tension palpable, fut presque silencieux. Poirot, observant chaque geste, nota que Vivienne évitait de toucher son vin. « Une précaution, mademoiselle ?» demanda-t-il, sa voix douce mais tranchante. Elle rougit, balbutiant une excuse. Poirot, satisfait, savait que le coupable craquerait bientôt sous la pression. La nuit, Poirot veilla, ses notes étalées comme une carte au trésor. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Crane, le chantage, la dague, les complices. Deux, esprit, un crime, murmura-t-il, ces petites cellules grises triomphant. Il prépara son dénouement final, certain que le lendemain révélerait tout. Le 7e jour, une lueur pâle perça les nuages, éclairant le manoir d'une lumière froide. Poirot, dans la salle à manger, réunit les invités pour une confrontation finale. « Mesdames et messieurs, l'heure de la vérité a sonné, » déclara-t-il, sa voix résonnant comme un verdict. Il disposa les indices sur la table. La dague, le mouchoir, le journal, la lettre. Chaque objet semblait accuser un coupable différent. Poirot commença par Vivienne. « Mademoiselle, votre portrait de Crane révèle une intimité passée. Pourquoi nier ?» Elle s'effondra, confessant une liaison, mais jura n'avoir pas tué. Poirot, hochant la tête, passa au docteur Holt. « Docteur, votre sédatif aurait pu endormir Crane avant le coup fatal. » Holt, tremblant, nia, mais son regard trahissait la peur. Madame Grayson, confrontée à la lettre déchirée, admit que Crane l'avait manipulée après la mort de son mari. « Mais je n'ai pas agi », insista-t-elle. Poirot, scrutant son visage, sentit une vérité cachée. Il se tourna vers Charles, brandissant les billets. « Monsieur, votre ruine financière était un motif puissant. » Charles, furieux, accusa les autres. Le professeur Langdon, interrogé sur le manuscrit, admit que Crane avait volé un artefact précieux. « Mais je ne tue pas pour des reliques, » dit-il. Poirot, sceptique, révéla que les annotations codées mentionnaient un complot. « Un complot entre qui, professeur ?» demanda-t-il. Langdon, troublé, se tut. Poirot savait qu'il touchait un nerf. Lord Ashbourne, acculé, avoua avoir invité Crane pour régler un vieux compte. « Mais je n'ai pas donné l'ordre de tuer, » dit-il. Poirot, fixant ses yeux, répondit « Monsieur, votre silence a peut-être condamné un homme. » Il révéla alors un détail crucial. Le mouchoir portait les initiales de 2 personnes. Vale et C.W. Poirot décrivit le meurtre. Crane, drogué par un sédatif, avait été attiré dans la bibliothèque. Là, 2 personnes l'avaient poignardé, l'une tenant la dague, l'autre assurant sa chute. « Vivienne et Charles, vos initiales trahissent à votre alliance, » déclara Poirot. Vivienne cria, Charles bondit de sa chaise, mais Poirot, calme, leva la main. « La vérité, elle est inéluctable, » dit-il. Les preuves s'accumulaient. Le journal de Crane mentionnait une rencontre secrète avec Vivienne et Charles. Le mouchoir portait leurs initiales, et les empreintes correspondaient à leurs chaussures. Vous avez agi ensemble, pensant que le chaos masquerait votre crime, dit Poirot.
Vivienne s'effondra en larmes. Charles tenta de fuir, mais Jenkins le retint. Le piège était refermé. Poirot expliqua que Vivienne avait séduit Crane pour l'attirer, tandis que Charles, poussé par la ruine, avait porté le coup fatal. « Mes petites cellules grises n'ont pas été trompées », conclut-il, son ton formel masquant une satisfaction discrète. Les invités, abasourdis, regardèrent les coupables menottés par les autorités locales, arriver discrètement. La nuit, Poirot rangea ses notes, prêt à quitter le manoir. « La justice, elle est servie », murmura-t-il, ajustant son chapeau. Le mystère du 7e convié était résolu, mais une question persistait. Pourquoi Ashbourne avait-il orchestré cette réunion? Poirot songeur savait que certaines vérités restaient dans l'ombre. Le lendemain matin, le manoir retrouva un calme fragile, les invités préparant leur départ. Poirot, dans le hall, observait les valises s'amonceler. « Mesdames et messieurs, la vérité a un prix », dit-il, saluant chacun avec une politesse froide. Vivienne et Charles, emmenés par la police, lançaient des regards désespérés. Poirot, impassible, savait que leur sort était scellé. Lord Ashbourne, dans son bureau, remercia Poirot avec une réticence visible. « Monsieur, votre intervention a sauvé ma réputation, mais à quel coût ?» demanda-t-il. Poirot, ajustant ses gants, répondit « La vérité, monsieur, est toujours coûteuse, mais nécessaire. » Il refusa toute récompense, préférant la satisfaction d'un mystère résolu. Le docteur Holt, libéré de ses secrets, promit de se racheter. « Je ne suis pas un meurtrier, mais j'ai mes fautes », dit-il à Poirot. Le détective, hochant, la tête conseilla. « Docteur, vivez pour corriger et non pour regretter. » Holt, reconnaissant, partit avec une lueur d'espoir dans les yeux. Madame Grayson, dans le jardin, confia à Poirot que Crane l'avait manipulé, mais qu'elle n'avait jamais voulu sa mort. « Madame, le passé est un fardeau, mais l'avenir est à vous, » répondit-il, son ton empreint de compassion. Elle esquissa un sourire, peut-être le premier depuis des années. Le professeur Langdon, emportant son manuscrit, salua Poirot avec respect. « Vous avez vu ce que je cachais ?» dit-il. Poirot, souriant légèrement, répondit « Professeur, les mots révèlent plus que les silences. » Langdon, impressionné, promit de publier ses recherches avec honnêteté. Jenkins, le valet, remercia Poirot pour avoir sauvé sa vie après l'empoisonnement. « Monsieur, votre vigilance m'a épargné, » dit-il. Poirot, modeste, répondit « La vigilance, Jenkins, est le devoir de tout homme face au mal. » Le valet, ému, s'inclina profondément. Dans le train de retour, Poirot contemplait les champs du Devon, son carnet fermé. Le mystère du 7e convié avait révélé non seulement un meurtre, mais les failles humaines. Les petites cellules grises, elles triomphent toujours, pensa-t-il, un sourire discret sur les lèvres. Pourtant, une question le hantait. Ashbourne cachait-il encore quelque chose? À Londres, Poirot retrouva son appartement, où l'ordre régnait. Il rangea ses notes, prêt pour la prochaine énigme. La vie, elle est un mystère sans fin, murmura-t-il, ajustant une rose dans un vase. Le manoir de Blackthorn n'était plus qu'un souvenir, mais son écho persisterait. Le soir, Poirot reçut une lettre d'Ashbourne, vague mais reconnaissante. Il la lut, puis la posa, songeur. Certains secrets, ils restent enfouis, pensa-t-il. Avec un dernier regard à la nuit londonienne, il ferma les rideaux, prêt à affronter de nouveaux défis. De retour à Londres, Poirot reçut une visite inattendue. Un avocat représentant la famille Ashbourne. « Monsieur, Lord Ashbourne souhaite clarifier certains points, » dit l'homme, tendant un dossier. Poirot, intrigué, l'ouvrit. Il contenait des documents sur l'artefact volé par Crane. « Intéressant, mais incomplet, » murmura-t-il, ses yeux plissés. L'avocat révéla que l'artefact, une dague ancienne,
était lié à une légende familiale. Crean, en le volant, avait menacé de détruire l'héritage des Ashbourne. « Monsieur Poirot, votre discrétion est appréciée », ajouta l'avocat. Poirot, avec un sourire poli, répondit « La discrétion, monsieur, est ma seconde nature. » Mais il nota mentalement de creuser plus loin. Dans son bureau, Poirot relut ses notes sur le manuscrit de Langdon. Les annotations codées, désormais décryptées, révélaient un complot plus large, impliquant des collectionneurs d'antiquités. Crane n'était qu'un pion, pensa-t-il. Il écrivit à Langdon, demandant des précisions, mais reçut une réponse évasive. Le mystère s'épaississait. Une semaine plus tard, un article dans le Times mentionna la vente d'une dague ancienne à Londres. Poirot, intrigué, contacta un vieil ami au British Museum. La dague, identique à celle du meurtre, avait réapparu sur le marché noir. Mes petites cellules grises, elles ne se reposent jamais, murmura Poirot, préparant une nouvelle enquête. Poirot rendit visite à Madame Grayson, désormais installée à Londres. Elle le remercia pour sa clémence. « Monsieur, vous m'avez rendu ma liberté, » dit-elle. Poirot, avec un hochement de tête, répondit « Madame, la liberté commence par la vérité. » Elle lui offrit un thé, un geste simple mais sincère. Le Dr. Holt, dans une lettre, informa Poirot qu'il avait repris son cabinet déterminé à expier ses fautes. « Votre conseil m'a guidé », écrivit-il. Poirot, lisant la lettre, sourit. « L'humanité, elle peut se racheter », pensa-t-il, pliant le papier avec soin. Vivienne Larue, emprisonnée, envoya un mot à Poirot, implorant son aide. « Je n'étais qu'un pion », écrivit-elle. Poirot, sceptique, refusa d'intervenir. « Mademoiselle, la justice suit son cours », répondit-il dans une lettre brève mais polie. Charles Wentworth, quant à lui, resta silencieux. Son sort, scellé. Poirot dans son appartement, réfléchit à l'affaire. Le manoir de Blackthorn avait révélé des vérités amères, mais aussi l'ingéniosité humaine. « Chaque énigme est une leçon », murmura-t-il, ajustant son nœud papillon. Il savait que d'autres mystères l'attendaient, tapis dans l'ombre. Le soir, sous un ciel étoilé, Poirot marcha le long de la Tamise, l'esprit clair. L'énigme du 7e convié était résolue, mais son écho résonnait encore. La vérité, elle est comme une rivière. Elle trouve toujours son chemin, repensa-t-il, prêt pour la prochaine aventure. Un mois plus tard, Poirot reçut une invitation à une exposition au British Museum, où l'artefact Ashbourne serait exposé. Intrigué, il s'y rendit, impeccablement vêtu. La dague sous verre scintillait sous les lumières. « Une beauté mortelle », murmura-t-il, notant la ressemblance avec l'arme du crime. Était-ce une coïncidence? Lors de l'exposition, Poirot croisa le professeur Langdon, nerveux. « Monsieur Poirot, je ne m'attendais pas à vous voir, » dit-il. Poirot, avec un sourire courtois, répondit « Professeur, les mystères m'appellent toujours. » Il questionna Langdon sur la dague, mais ce dernier resta évasif, confirmant les soupçons de Poirot. Un collectionneur, présent à l'exposition, aborda Poirot. « Monsieur, j'ai entendu parler de votre enquête, » dit-il, révélant que Crane travaillait pour un réseau de contrebande d'antiquités. Poirot, intéressé, demanda des détails. Le collectionneur mentionna un nom, un certain Monsieur X, un commanditaire invisible. Poirot, songeur, nota l'information. De retour à son bureau, Poirot relut ses notes. Le réseau de contrebande expliquait les agissements de Crane, mais qui était Monsieur X? Une énigme dans une énigme, pensa-t-il. Il écrivit à Scotland Yard suggérant une enquête plus large. Sa mission à Blackthorn, bien que close,
avait ouvert une porte sur un mystère plus vaste. Poirot rendit visite à Lord Ashbourne, désormais retiré dans une maison de campagne. « Monsieur, votre dague est en sécurité, mais à quel prix ?» demanda-t-il. Ashbourne vieillit, admit avoir suspecté Crane, mais ignorait l'ampleur du réseau. « Vous avez sauvé mon nom, dit-il. Poirot, modeste, répondit « J'ai servi la vérité, rien de plus. » Dans une librairie londonienne, Poirot croisa Madame Grayson qui achetait un roman. « Monsieur Poirot, vous m'avez appris à... »« Regardez devant, » dit-elle. Poirot, avec un sourire, répondit « Madame, l'avenir est un livre à écrire. » Ils se saluèrent, deux âmes liées par un mystère résolu. Le docteur Holt, dans une nouvelle lettre, remercia Poirot pour son inspiration. « Je soigne désormais avec honneur », écrivit-il. Poirot, rangeant la lettre, pensa « L'honneur, c'est le remède de l'âme. » Il se prépara pour une nouvelle journée, son esprit toujours alerte. Assis dans son fauteuil préféré, Poirot contempla Londres depuis sa fenêtre. L'énigme du 7e convié avait révélé des vérités humaines, des failles et des rédemptions. Les petites cellules grises, elles ne se trompent jamais, murmura